Mise à jour du tableau des effectifs. Mise à jour du tableau des effectifs au 1er juillet 2016. Bien que vous souhaitiez qu'on ne fasse pas régulièrement le point, nous on le fera à chaque fois que c'est possible. Donc sur les postes budgétés, donc on est à 285,8 postes équivalents temps plein. Bien évidemment, on ne compte pas là-dedans les apprentis, les CAE et les emplois d'avenir. Donc il vous est proposé donc de 2 suppressions de postes, c'est sur 2 départs en retraite, et 2 créations. Une création sur un poste fonctionnel de directeur des services techniques et un poste de technicien à temps complet. Le deuxième, c'est pour le service informatique, parce que nous avons un agent qui nous a demandé un congé de formation, voilà, un congé sans solde pour aller travailler ailleurs. Donc on est obligé de prendre quelqu'un pour le remplacer. Évidemment, s'il revient au bout de cette année-là, ce poste-là sera supprimé. Et puis un poste pour recruter un directeur général des services techniques. Ensuite, y a-t-il oui, simplement 2 questions. Je me souviens plus trop des règles dans le détachement, mais vous êtes sûr que la personne que vous allez embaucher sur un poste de quelqu'un qui est parti en détachement, le jour où le détaché revient, non, ça sera un CDD, ouais. Ça met un terme ça sera un CDD, donc... Vous êtes sûr? Oui, certain. D'accord. Et alors, pourquoi vous prévoyez d'embaucher, de créer un poste d'emploi fonctionnel de directeur des services techniques? Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas. Aujourd'hui, l'actuel... C'est un poste contractuel. C'est un poste contractuel. Et nous, on souhaite recruter un statutaire. Voilà. D'accord. Et si dans les statutaires, il n'y a pas la bonne perle, on verra. Et qu'il y en aurait, imaginons, dans des contractuels, vous ferez quoi? On verra, et puis je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas dans les... Non, mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Oui, mais tout peut arriver. Oui, non, mais voilà. c'est pas rare, je veux dire. Ça peut arriver dans les 2 sens. Donc, oui, tout à fait. D'accord. Donc on verra à ce moment-là. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir une idée du devenir de la personne qui était sur ce poste-là, qui a passé 8 ans dans la collectivité? Oui. Nous allons lui proposer un poste... bien évidemment pas équivalent, cette personne a 58 ans, donc on ne peut pas la laisser effectivement passer des gens comme ça. On lui proposera un autre poste, pas dans la collectivité, pas sur la ville de Thiers, pas au même poste, mais on lui fera une proposition pour pas que cette personne se trouve à la rue. Voilà, donc pas aux mêmes conditions et pas à la même rémunération, bien évidemment. D'accord. Voilà. Et pas au même endroit. Donc. Et pas au même endroit. D'accord. Bon. Voilà. Bon. Je continue donc sur... J'ai pas fini. J'ai pas fini sur le tableau des effectifs. C'est juste la première partie, là. On va finir jusqu'au bout. Non. Et donc sur les postes budgétés, donc c'est une opération blanche, ça bouge pas de plus 2, moins 2, 0. Par contre, il y a une évolution sur les emplois pourvus, qui vont passer à 265,5 équivalents temps plein. Toujours penser à enlever les apprentis, les CAE, les contrats d'avenir, et du coup nous passons à moins 1. Voilà en ce qui concerne la modification du tableau des effectifs. Tu peux faire voter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Des oppositions, des abstentions? Merci. Hop. Régime indemnitaire. Alors, oui. Donc, comme vous le savez, il existait jusqu'à présent une prime de présentéisme collectif et individuel. C'est la collectivité. Donc, après discussion avec nos partenaires, et au vu aussi de la Chambre régionale des comptes du 10 février 2011, il est
il nous apparaît que cette prime n'est pas très équitable et des fois même discriminatrice. On prend un exemple, les suspensions, les mises à pied, les absences injustifiées pour jour de grève, les agents se trouvent doublement pénalisés. Donc parce que, un, ils ne sont pas payés, et deux, on les pénalise aussi sur la prime. Donc il vous est proposé donc de la supprimer, et je vous dirai après par quoi elle sera remplacée. Donc il vous est proposé donc de la remplacer par un régime indemnitaire qui sera versé donc à tous les salariés, mais ce qui est important, c'est qu'il sera conditionné, ce régime indemnitaire. Jusqu'à aujourd'hui, il était perçu par tout le monde. Pardon? J'ai pas compris. D'accord. D'accord. Donc jusqu'à présent, le régime indemnitaire était perçu par tout le monde, qu'on soit absent ou qu'on soit pas absent. Donc aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est de transformer cette prime en régime indemnitaire, mais par contre, le régime indemnitaire sera assujetti, bien sûr, au temps de présence, et bien évidemment, au bout de 15 jours de maladie ordinaire, hein, donc j'enlève les maladies professionnelles, accidents du travail, congé maternité, congé parental, congé d'adoption, tout ce qui est maladie ordinaire, au bout de 15 jours d'absence cumulée sur l'année, il vous est proposé que ce régime indemnitaire soit suspendu et minoré par un 30e par jour, quoi, qui, au bout de 15 jours de maladie, ils ne seront pas automatiquement versés, ce qui était le cas avant, et ce qui n'était pas non plus qui n'était pas réglementaire. Donc ça veut dire que la prime sera recalculée en fonction du temps de présence, et c'est ce qui avait fait l'objet du règlement qui avait été voté au mois de décembre, je ne sais plus. Dans les accords, oui. Parce qu'il y a un accord qui a été signé en 2007, mais il n'était pas très équitable vis-à-vis de tout le monde. Donc aujourd'hui, il devient très très clair, il y aura un régime indemnitaire pour tout le monde, qui ne sera pas versé en cas de maladie ordinaire prolongée au-delà de 15 jours dans l'année. Et si, en faisant ces calculs-là, on fait des économies qu'on peut répartir, c'est le coût des vases communicants. Si on avait appliqué cette règle-là, on aurait pu économiser 10 000 euros en 2013, 4 000 euros, j'arrondis, hein, 4 000 euros en 2014 et près de 5 000 euros en 2015. Et cet argent-là, on le redistribue bien évidemment différemment pour pouvoir récompenser les gens plus équitablement. Oui. Y a-t-il des observations? Bon, je suis pas sûr que tout le monde ait bien compris, mais c'est pas grave. Non, mais je peux répéter si tout le monde. Non. Il y avait une prime. Il y avait une prime. Alors je répète. Si vous avez pas compris. Je peux tenter de le faire. Non, mais je vais répéter. Allez, vas-y. Donc il y avait une prime de présentéisme qui était discriminatoire pour certains salariés, ce qu'on appelle la double peine. Donc des gens qui, bah oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour régionale des comptes. Voilà. Donc on décide de la supprimer, cette prime-là, et on la remplace par un régime indemnitaire. Donc l'enveloppe globale ne bouge pas, hein, la masse globale ne varie pas d'un centime. On redistribue ça différemment, mais par contre on conditionne ça, ce qui n'était pas le cas avant, des régimes indemnitaires qui étaient distribués à très peu d'agents sur la collectivité. Il n'y avait quasiment que les cadres A, voire B, qui bénéficiaient d'un régime indemnitaire. Très très peu. Non, mais c'est pas ça. Il y avait plus de 200 agents sur la ville de Thiers qui n'avaient pas de régime indemnitaire, monsieur Deglon, faites pas oulala. Allez-y, finissez. Non, je vais pas finir. C'est vrai ou c'est faux? Non, mais vas-y, finissez. Non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Non, mais c'est pas vrai. Il y avait très peu d'agents. Il y avait que les cadres A et B qui avaient des régimes indemnitaires. Aujourd'hui, nous, on veut mettre en place de l'équité sur tous les gens, tous les salariés, tous les agents, pardon, de la collectivité auront un régime indemnitaire.
Mais en parallèle... C'est complètement faux ce que vous dites. Ça le régime que vous voulez supprimer du présentéisme, oui, c'était pour tous les agents catégorie B et C. Je parle du régime indemnitaire. C'est du régime indemnitaire, ça. Ah non. Mais c'est du régime indemnitaire. Le prime, c'est pas la même chose, monsieur. C'était dans le cas du régime indemnitaire. Non. Non, les primes... Attendez, les primes sont conditionnées, le régime indemnitaire, non. Ah bah si. Bah non. Le régime indemnitaire... Les gens, aujourd'hui... Ceux qui seront plus malades de temps... Non. Jusqu'à présent, ça n'était pas conditionné. C'était pas conditionné. Et c'est pour ça, le régime indemnitaire qu'il y avait n'était pas conditionné. Que les gens soient malades ou pas, ils le touchaient tout le temps. À partir du premier jour d'absence. Aujourd'hui, on instaure un régime indemnitaire pour tous les agents, pour tous, mais par contre, on le conditionne. Taux de présence et par l'absentéisme, ce qui n'était pas le cas hier. Donc cette prime-là, on la transforme en régime indemnitaire, qui est plus équitable. Tous les agents auront un régime indemnitaire, mais par contre, il sera conditionné, et au bout de 15 jours d'absence de maladie ordinaire, au bout du 15e jour dans l'année, ça correspond à deux maladies dans l'année, on peut tout être malade, hein. 2 semaines d'arrêt dans l'année, c'est la moyenne. Bon, oui. Au-dessus, automatiquement, le régime indemnitaire est supprimé. Et ça, si ce n'est pas plus équitable, excusez-moi. Bien, alors, voilà, si vous m'autorisez. Je voudrais rappeler que c'est nous qui avons mis en place pour la première fois un système de primes et d'intéressement pour les catégories B et C. Ça n'existait pas auparavant. Bien. Alors, le critère, c'était celui du présentéisme. J'insiste bien, c'est le présentéisme, c'est pas l'absentéisme. Ça veut dire que on valorisait, c'est peut-être un peu bête à dire, mais pour lutter contre l'absentéisme, eh bien, on valorisait les présents. On valorisait les présents. Et forcément, ceux qui étaient absents pour une raison X ou Y, grève, maladie, etc., la prime, ils ne la touchaient pas. Donc il ne la touchait pas. À partir de 4 jours d'absence, il ne la touchait sur l'année, et pas 15 jours, parce que 15 jours, c'est pas forcément la norme pour être malade, hein, sauf peut-être dans certains endroits, mais au bout de 4 jours, il ne la touchait pas. Donc ça, c'était la prime individuelle, de l'ordre de 240 € en maximum environ par an, payable par semestre. Donc en fonction de l'absence des gens. Se rajoutait une prime collective, parce qu'on pensait intéressant de compléter cet aspect individuel par des critères collectifs. Et là, c'était, j'ai plus très exactement en tête les critères, mais je crois qu'il y avait également les taux d'accident du travail ou des choses comme ça qui intervenaient. On va en parler par la suite. Elle était versée une fois par an à hauteur de 240 €. Donc il y avait environ 480 €, c'était un peu moins au début, en 2005 ou 2006, c'était 400, 410 ou 420. Ça a augmenté avec les années. 336, c'était. Non, c'était 2 fois 200. J'ai la délibération de 2005 ici. C'était 336, mais... Bon, donc, et ça permettait d'avoir 480 €, oui, c'est ça, par an. Voilà. Donc, ça, vous le supprimez. L'avis de la Chambre régionale des comptes, c'est un avis. Ils pensent qu'il y a une double peine. Moi, je pense que les gens qui sont là et qui aident au fonctionnement de la collectivité, ça méritait cette prime-là. Les gens qui n'étaient pas là pour les raisons qui pouvaient être les leurs, soit parce qu'ils avaient pris froid, parce qu'ils n'étaient pas couverts pendant le week-end, soit parce qu'ils ont une maladie contre laquelle ils ne pouvaient rien, certes, c'est embêtant, et bien voilà, ils ne la touchaient pas. Donc, je pense que après, quelque chose qui m'étonne, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a une nouvelle loi, je crois je ne sais pas de quelle année, mais assez récente, qui prévoyait de modifier le système de régime indemnitaire dans les collectivités en introduisant une notion, ça s'appelle le régime indemnitaire en fonction des suggestions, expertises, etc. Donc une sorte de régime indemnitaire correspondant à la bonne manière de servir de l'agent. Voilà. Donc c'est pas simple à mettre en œuvre, mais je pensais que c'était vers ça qu'on allait. Donc alors que ce que j'ai pu comprendre, qui n'est pas simple, hein, c'est qu'on s'oriente sur 2 autres systèmes de primes en fait, hein, un sur la baisse de l'absentéisme et un sur la baisse des dépenses de fonctionnement, c'est ça? C'est la même chose, hein. Donc c'est ce que vous supprimez, vous le remplacez par ces 2 choses-là ou non, c'est autre chose? Là on parlera après de l'autre prime. Là on est sur le régime indemnitaire.
quand on arrivait il y a 2 ans, il y avait une injustice, vraiment une inéquité sur ce régime indemnitaire. Il y avait uniquement les agents, je répète, et c'est vrai, de catégorie A et B, il y avait seulement une centaine de personnes qui avaient un régime indemnitaire. Mais ce que je viens de vous dire là, c'était tout le monde qui le touchait. Non mais attendez, mais je vous parle pas de l'autre prime, on en parle après. Moi je vous parle du régime indemnitaire. La prime pour mettre du régime indemnitaire, la prime elle était pour les catégories B et C, et vous la supprimez parce que c'était pas pour les B et C, alors que c'était que pour les B et C. Non attendez, non, on parle pas de la même chose, hein, Monsieur Desglon. C'est d'abord de rétablir un peu d'équité au niveau des rémunérations et des régimes indemnitaires. Et cette prime là, en la redirigeant vers du régime indemnitaire, elle est plus équitable comme avant. Et avant, le régime indemnitaire, il était assujetti à rien. Les gens étaient absents 1 mois, 2 mois, tout le temps, ils percevaient le régime indemnitaire. Ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, tout le monde... Comme c'était des catégories A, c'est pas bien grave. Ah ben si vous le dites. Aujourd'hui, tout le monde aura un régime indemnitaire, tout le monde. Plus ou moins, hein, selon leur... Tout le monde. Voilà. Et par contre, il sera assujetti au temps de présence, bien sûr, et au bout de 15 jours d'absence sur l'année, c'est pas 15 jours d'an, sur l'année, il sera suspendu, voilà. Et ce qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable. Ok. Voilà. Et quel est le montant alors de ce régime indemnitaire? Et ben, il est de 28 € pour les... de 28 €. Par mois. Par mois, ce qui nous fait 336 € à l'année, ce qui correspondait à ce que vous disiez 400, ça faisait pas 400 ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui fait 336 € par an, tout simplement. Donc ça sera acquis, sauf si les gens ont plus de 15 jours d'absence où il y aura une petite retenue, c'est ça? Oui. D'accord. Mais par contre, dans la foulée, les gens qui percevaient, les gens qui percevaient des régimes indemnitaires très très élevés, et qui même quand ils n'étaient pas là le percevaient, aujourd'hui, la règle s'applique à eux. C'est au bout de 15 jours, ils ne le percevront plus, tout simplement. D'accord, mais vous supprimez aussi les régimes indemnitaires des catégories A qui existaient? On ne supprime pas ça. Je ne sais pas. On ne supprime pas, sauf qu'ils seront assujettis à cette règle-là. Au bout de 15 jours d'absence, il sera suspendu. Voilà. D'accord. Et ils ne le retoucheront que là. Voilà. Thierry, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose tout à l'heure. Vous disiez que il y avait pour des faits de grève une retenue sur la prime en question. Je rappelle quand même que la grève, c'est un droit. Donc vous avez le droit, parce que les gens se mettent en grève, de faire une retenue sur leur salaire au prorata du fait de grève, mais vous n'avez pas le droit de le pénaliser en plus. Mais il n'y avait pas de retenue. Elle n'était pas acquise. Donc elle n'était même pas due. Donc quand elle n'est pas due, il n'y a rien à retenir. Double peine, voilà. Non, vous êtes présent, vous y avez droit, vous n'êtes pas là, vous n'y avez pas droit. Voilà. Bien. Bon, après, voilà. Donc, oui, d'accord. Ça, c'est le régime indemnitaire. Ouais. C'est bon. Là, celui-là, tu peux le faire voter. Là. Y a-t-il donc des oppositions? Oui. 7 oppositions, 10 abstentions. Opposition. Opposition? C'est ça. Oui. 7 oppositions. Pas d'abstention. Merci. Point suivant. Et on arrive au point suivant. Donc, c'est l'instauration d'une prime collective de service public. Donc, tout à l'heure, M. Desglon disait qu'il y avait 400 et quelques euros. Donc, nous, on avait donc 336 € qui sont transformés en régime unitaire. Et puis là, il y avait la prime d'assiduité, je ne sais plus comment elle s'appelait à l'époque, c'est ça, d'assiduité. Et celle-ci, on la transforme en prime collective de service public. Et celle-ci, donc, il y aura 2 critères. 50% sera assujetti justement à les réductions des jours d'absence de maladie ordinaire, et l'autre partie sera assujettie au compte de résultat, au compte administratif de l'exercice N-1. Là, c'est pour faire participer pleinement les agents aux résultats de la collectivité en faisant baisser les jours de maladie ordinaire. Et aussi parce qu'ils sont directement impliqués dans la gestion quotidienne du compte administratif. C'est eux qui commandent, entre guillemets, la cartouche d'encre, la ramette de papier, qui la consomment, et ils agissent directement, et là ils sont impliqués directement. Et là on va aller même plus loin, parce que la base elle est de 120 €
pour cette prime. Et si tout le monde joue le jeu, elle peut aller jusqu'à 300 €. Par contre, les 300 €, il faudra les... Par an, bien sûr. Il faudra les mériter. Donc, un exemple. Donc, cette prime sur la partie journée d'absence pour maladie ordinaire, donc moins de 20% d'une année moins de 20% des jours d'absence total, hein, c'est plus de 25% de la prime, moins de 30% c'est plus 50%, et on peut aller jusqu'à plus 75% de cette prime-là si on atteint les moins 40%. Et pareil pour le compte administratif, donc on démarre à 0, et si le compte administratif, les dépenses, il y a une baisse de moins 0,5%, on peut monter jusqu'à 25%, moins 1%, 50%, et moins 1,5% jusqu'à 75%. Donc si les efforts, si on réussit à faire des efforts d'économie de charge, le personnel, les agents en bénéficieront directement. Et là, c'est vraiment les impliqués. Voilà. Oui, donc si je comprends bien, ça c'est un nouveau régime indemnitaire. Non, ça c'est une. Donc c'est une prime. C'est pas une nouvelle. Ce qu'il y avait avant, ouais. La somme globale, il y avait donc 336 plus 120, il y avait 440. 440. Les 120, c'était quoi les 120? Avant, c'est ce qui correspondait, je pense, à la prime collective. Tout collectif, c'est ça, tout à fait. Donc ça faisait bien. C'est ce qu'on a supprimé tout à l'heure. 440. Ça faisait bien 450 ou 480 environ avant. Oui, mais vous disiez 480, donc c'est pour ça que je vous disais. Ça fait pas 448, c'est pas 480. Non, d'accord, ok. Ah ben ça, allez. Donc je parle de mémoire. Donc, cette somme-là, oui. on la reventile tout simplement. Elle n'est ni augmentée, ni... Donc ça, c'est pas une création, c'est simplement que vous changez les critères. Les critères d'attribution. Voilà. Par contre, l'autre d'avant, le régime indemnitaire... L'autre, c'est une nouvelle, tout à fait. C'est une création. Voilà. Et donc, j'imagine que vous avez les budgets en face. Vous avez évalué ce que ça allait représenter bien sûr. Sur le plan financier? Tout à fait, oui. Donc, je sais pas, on l'a pas entendu, donc on voudrait bien le savoir. Vous prenez l'exemple de cette année. Non, on l'a pas. Non, celle-ci, non, non, là-dessus, j'ai pas de chiffre là-dessus. Ouais. Non, mais c'est ce que les agents touchaient aujourd'hui. Mais je vous disais qu'ils en avaient pas. Mais si, mais attendez, il l'avait. Je vous disais, c'est terrible ça. Mais bien sûr qu'il l'avait. C'était votre prime d'assiduité. C'est ce qui était mis en place. C'est ce qui était mis en place. On l'a changé. De fonctionnement. Mais ça avant, attendez, je suis pas là pour semer le trouble. Je voudrais que tout le monde comprenne. Non, mais ce qui serait bien, Monsieur Deglon, c'est que vous veniez en commission déjà. Oui. Enfin, voilà, ça serait sympa aussi. Enfin, de temps en temps, j'y viens et vous arrivez toujours un quart d'heure en retard. Bon, c'est un autre sujet. Mais bon, là, il y avait avant des primes de présentéisme et une prime collective qui faisait environ 448 ou 450 €. C'est ça. Aujourd'hui, elle est scindée en deux. Elle reste une prime, c'est ça? Mais avec deux critères différents. Aujourd'hui, vous avez la prime de 336 € qu'on a transformée en régime indemnitaire, et vous avez celle-ci qui est de 100 € brut. Ah, d'accord. C'est juste une transformation. Donc, parce que là, les deux critères, c'est 60 € et 60 €? Tout à fait, voilà. Ah oui, mais c'est pas évident à comprendre. Mais c'est ce que je vous disais, si vous étiez... Oui, enfin, ok, ça va. Voilà, mais je vous ai dit 50% d'une partie, 50% de 120, ça fait 60. Donc, très bien. Voilà. Et donc c'est ces 60 € qui peuvent être majorés de 25% ou de 50% ou de 75% en fonction des résultats, soit de baisse de l'absentéisme, soit de diminution des dépenses de la collectivité. Compte administratif. Voilà. D'accord. Et avec ça, ils peuvent monter jusqu'à 300 €. 120 de départ, et si tout le monde fait des économies, un exemple, si on arrive à faire moins 1,5% sur le budget, sur le compte administratif, sur le fonctionnement, on n'est pas loin des 300 000 € d'économiser. Et si on distribue ça, ça nous coûterait 30 ou 40 000 € à distribuer aux agents. Donc je vous laisse à peu près pour comprendre comment vous arrivez à 300 € avec 2 fois 60 qui peuvent être majorés chacun de 75%. La prime, si vous lisez bien, prime de départ, on part 120 fois 75%, ça fait 90 €. Et pour la première partie, 120
fois 75% pour la deuxième, ça fait 90. 90 et 90, 180. Et 120 de prime initiale de base, ça fait 300. Ah, c'est que les majorations se font sur la somme des deux. Sur la base, oui. Qu'on n'est pas sûr d'avoir. Et non pas sur... Ah ben non, il faut atteindre les objectifs. Ça devrait vous parler quand même des objectifs. Oui, enfin bon, moi je sais pas, mais quand on Financièrement parlant, ça ne change rien, si ce n'est que la collectivité, à la limite, ne peut que être bénéficiaire. Mais l'objectif, c'est pas forcément ça. C'est de pouvoir solliciter un peu plus ses agents, en termes les impliquer surtout, et ainsi de suite, avec un intéressement à l'activité. Voilà. C'est ce que tu soulevais tout à l'heure, leur capacité à faire preuve d'ingénierie ou autre. Voilà. D'accord, je comprends. Simplement, ce que je regrette, c'est que, en fait, il n'y a plus de critères individuels. Voilà. Il n'y a plus de critères propres. Mais si, l'assiduité, aujourd'hui, c'est tout. Non. Bah attendez, bah si, c'est quand même critères individuels. Laquelle sera? Ah bah c'est le taux de présence. Si les gens sont absents, c'est individuel, ça vous dit? Non, mais c'est dans la masse. Comment ça? Bah, c'est la première alors? Bah pour la première, ah bah si, les régimes indemnitaires. Oui, mais attendez, peut-être voilà. En résumé, c'est ça. Si la personne est là, bah, ils n'en ont pas, pas. Et tout ça, c'est au prorata du temps passé, des gens présents ou pas. Et ça, c'est individuel. Mm-hmm. Le résultat est collectif, c'est là. Mais par contre, après, le reversement est individuel, au prorata du temps passé et de l'absence. Bien. Je vous propose de passer au vote. Et voilà, juste une dernière précision, et c'est à enveloppe constante. Si, moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'année prochaine, on verse 300 € à chaque agent. Ça voudrait dire qu'on a fait 300 000 € d'économies sur le compte administratif. D'accord. Voilà. Et simplement, ce que je veux faire remarquer, c'est que vous le dites vous-même, c'est enveloppe constante. Ça veut dire que vous n'avez rien réinventé. Voilà, et que avant, c'était pas la catastrophe non plus, puisque tous les agents étaient concernés par la prime de présentéisme et la touchaient. C'était pas équitable. Tous les agents n'avaient pas de régime indemnitaire. Et certains agents qui touchaient de gros régimes indemnitaires le touchaient même quand ils étaient en maladie. Ça, c'est un autre sujet. Ben si, c'est le sujet. Non, c'est pas que ça, parce que ceux qui ont des régimes indemnitaires dans les catégories. Dans les catégories A, je terminerai là-dessus. Oui. Ceux qui ont aujourd'hui des régimes indemnitaires, qu'est-ce que c'est un régime indemnitaire? C'est un complément de rémunération, en gros. Qui est quand même hors grille, quand même, il faut le préciser. Peut-être. Mais vous verrez très bien, quand vous allez négocier pour recruter un directeur de service technique, que si vous lui donnez la simple rémunération liée à son indice, il ne viendra pas. Il ne viendra pas parce qu'ailleurs, on lui propose forcément des compléments de régime indemnitaire. Ça se fait un peu partout. Voilà, donc c'est pas. Mais on n'est pas contre le régime indemnitaire. Eh bien, je sais pas. Mais par contre, quelqu'un qui est absent. Bon, mais ça. Non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Si on avait appliqué cette règle-là, on aurait économisé plus de 10 000 € en 2013, 5 000 en 2014 et 5 000 en. Mais c'est pas rien, 5 000 €. Oui, non. On peut redistribuer. On peut discuter là-dessus. Voilà, mais simplement, vous n'allez pas supprimer les régimes indemnitaires des catégories A et vous ne créerez rien de plus pour les catégories B et C. Voilà, simplement vous l'habillez différemment. On ne l'habille pas. C'est votre droit, non. Mais vous l'organisez différemment. Non, on gère une situation. Vous savez très bien qu'on ne peut pas supprimer un régime indemnitaire aux gens. Les gens qui l'ont perçu, même s'ils touchent, si on estime qu'ils touchent beaucoup trop, on est quand même, on ne peut pas réduire. On essaie de rééquilibrer et de cet écart-là, cette amplitude qu'il y a entre les petits agents et les très gros, c'est de l'estomper au fil du temps. Ça ne se fera pas en 2 ans, ni en 3 ans, ni en 4 ans. Il n'y a pas de petits agents, ni de gros agents. Non, mais il y a des agents qui ont des responsabilités différentes d'autres. Non, mais je préfère le préciser. Oui. C'est justement qu'il y ait plus d'équité. Donc c'est pas du tout la même chose que ce qu'il y avait avant. Malheureusement, on est obligé de restreindre l'enveloppe, on fait avec, c'est comme ça. Mais par contre, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Bien, débat est clos. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? 7 abstentions. Merci. Madame Bonnard, à vous. Ah, ça y est, c'est bon. Pardon. Bonsoir. Bon, donc, voilà. Alors, c'est l'approbation de la modification simplifiée numéro 1 du PLU.
Alors, lors de la séance du 25 avril dernier, le conseil municipal a autorisé le maire à mettre le projet de modification simplifié du PLU sur les zones de la Varenne et du Champ du Bail à disposition du public en mairie au service urbanisme. Le dossier a été ouvert au public du 17 mai au 17 juin 2016. Le conseil doit maintenant acter le bilan de la mise à disposition du dossier. Alors, il est demandé également d'approuver la modification simplifiée du plan local d'urbanisme telle qu'elle est annexée à la présente délibération. Alors, le dossier comprend une notice de présentation et les plans de zonage et orientation d'aménagement modifiés. Ce plan local d'urbanisme modifié est tenu à la disposition du public aux jours et heures habituels d'ouverture du service urbanisme rue de Barante ainsi qu'à la sous-préfecture de Thiers. La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois et d'une mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département. La présente délibération deviendra exécutoire à compter de sa réception en sous-préfecture, sous réserve de l'accomplissement des mesures de publicité que je viens de vous indiquer. Voilà. Y a-t-il des questions? Thierry? Oui, désolé de reprendre la parole, mais je vais essayer d'être bref, quoique ce sujet ne soit pas simple. Donc, on parle d'une modification de règles d'urbanisme sur une zone qui concerne, entre autres, la Varenne. Hein. Donc, ça a déjà été dit dans d'autres conseils municipaux, ça a été écrit, je crois aussi, sur la seule observation qui a été faite sur le registre prévu à cet effet. Première faute, et ce n'est pas une erreur, ces terrains qui étaient en pleine zone commerciale ont été vendus à de l'industrie. C'est une faute, c'est pas vous, c'est pas moi, ça s'est fait un peu avant moi. Voilà. Deuxièmement, on a eu de la chance, parce que les industriels en question ont plutôt soigné l'architecture de leurs bâtiments. Donc, très bien. Maintenant, la question qui se pose, c'est que ça fait des décennies qu'on entend dire « oui, mais le bas de la ville, c'est n'importe quoi, c'est organisé dans tous les sens, on mélange tout, et de l'habitat, et du commerce, et de l'industrie, des lycées, des stades, et compagnie, tous ces gros schmilblick, c'est incohérent, il faut mettre de l'ordre là-dedans. » Ok. Et je crois qu'on le partage tous, cet avis-là. Il y a une étude qui devrait peut-être nous aider à y voir un peu plus clair et à fixer une direction pour l'avenir. Mais l'avenir, on y est là. On y est. On a une zone industrielle, enfin, une zone avec des industries, et qui touche une zone commerciale qu'on peut qualifier quand même de plutôt qualitative, sur un plan aménagement paysager, bâtiment, etc. Et on se propose d'accepter le principe de traiter cette partie-là comme une zone industrielle, comme affolée. Bon, mais nous, on pense que c'est pas une bonne idée. Il y a la première faute a été faite, arrêtons. Arrêtons-nous là. Je veux dire que si une entreprise présente sur ce site a besoin d'extension, il me semble quand même qu'en plus que l'entreprise qui est plutôt en demande ne manque pas de mètres carrés. Donc si on ne peut pas faire les mètres en hauteur, on peut les faire au moins à l'horizontale. Et ça passera très largement. Il s'agit d'un silo, donc un silo oui. en longueur, c'est un peu inattendu quand même. Voilà, il y en a qui ont des silos, d'autres qui n'ont pas de silos, qui font de la plasturgie aussi, ou qui le font différemment. Si vous voulez, il y a aussi une réflexion qu'on se donne de dire ok, aujourd'hui on a des industriels qui ont fait ce qu'ils ont fait, globalement correct sur le plan architectural. Mais dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, il y a des successeurs qui vont passer par là, il y a des repreneurs peut-être qui reprendront ces entreprises-là, peut-être qu'il y en a qui dira mais moi j'ai un terrain de 100 000 m2 ou 110 000 m2, j'ai 7 000 m2 de bâtiments industriels. Peut-être que ce ne serait pas idiot à ce moment-là de céder des bouts de parcelles, peut-être à la ville d'ailleurs pour faire une voie d'accès, mais ou en tout cas pour céder, pour vendre à d'autres activités. Et que feront les nouveaux propriétaires de ces petites parcelles prises dans des grandes parcelles? On n'en sait rien. Donc si vous voulez, ça peut être encore l'ouverture à ces incohérences, à proximité immédiate d'une zone commerciale qu'on connaît parfaitement. Voilà, donc on trouve que c'est vraiment dommage et que là on a une occasion d'arrêter les dégâts et en prenant une décision courageuse de dire non, on regrette, c'est pas possible, trouver d'autres solutions, des solutions techniques, il en existe plein, je veux dire, et surtout quand on a un goût très prononcé pour
la qualité architecturale, l'intégration paysagère de ces bâtiments industriels qui poussent même des fois à ce qu'il n'y ait rien autour. Et bien donc là, rien autour, c'est autour et au-dessus. Voilà. On en a débattu hein, la fois dernière aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que il n'y a pas de gêne visuelle par rapport. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs le silo enterré? Si ça arrive dans 5 ans, vous direz quoi? Vous direz quoi quand il y aura une tour de 30 mètres? Non, mais ça ne fait pas 30 mètres d'eau. C'est limité à 14 mètres. C'est 14 mètres, c'est-à-dire que l'entreprise en question... 11 mètres. L'entreprise en question, plutôt, qui a subi des désagréments, on va dire ça comme ça. Donc doit reconstruire pour recréer une partie de son activité. Donc la demande, c'est de reconstruire plutôt que de reconstruire à l'horizontale comme c'était entre les deux hangars avant que ça brûle, ainsi de suite. Oui, non. C'est 2 entrepôts. Il y avait 3 silos, 3 sites, je ne sais pas comment vous avez appelé ça, monsieur l'industriel. Celui du milieu a brûlé, donc la demande, c'est de pouvoir reconstruire le plus rapidement possible plutôt que de passer à 11 mètres, de passer à 14 mètres. Voilà, pour construire sur la hauteur, pour gagner du volume et de l'espace. Il n'y a aucune gêne visuelle, si ce n'est qu'éventuellement 3 mètres de dépassement. Et en plus, comme c'est dans le fond... Oui, mais on va bien transférer les mêmes règles que la zone de Felay. Oui. Et la zone de Felay, c'est pas limité à 14 mètres, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Donc le risque de voir arriver des extensions à hauteur sont réels. Voilà, sont peut-être pas immédiats, mais je vous dis, hein, une entreprise... Il faut peut-être qu'on précise alors par rapport au secteur. Il faut peut-être qu'on précise par rapport au secteur et qu'il n'y ait pas d'interférence avec la zone de Felay. Effectivement, si on prend Bruggen, lui il construit je ne sais plus à quelle hauteur, effectivement, il ne faut pas... Donc il faut peut-être qu'on prenne une prudence par rapport au secteur de la Varenne, comme pour le Champ du Bail, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des constructions... C'est la Varenne. Oui, mais... Ah non, non, non. Ah non, pas du tout. Là, on a une réglementation particulière pour la zone de la Varenne et pour le Champ du Bail. C'est pas la même réglementation. C'est pas la même chose que la zone de Felay. Mais effectivement, il faut être prudent. C'est pas le règlement. C'est pas tout à fait ce que j'ai compris, moi. Ah si, c'est comme ça. Oui, oui. J'ai une grosse tête. Vous êtes dans votre droit, bien sûr. Franchement, Madame Malochet, j'ai écouté, effectivement, je comprends que vous ne vouliez pas être mêlée à cela. Simplement, nous, ce que l'on regarde, c'est l'emploi. Que répondez-vous, l'entreprise qui a eu déjà, monsieur le maire vous l'a dit, des désagréments? On est d'accord? Alors moi, quand j'ai de l'emploi, j'en voudrais plein d'autres comme ça, énormément d'autres, et nous les accueillerons. Merci. Emploi, je pense que toute ma carrière, je me suis battue pour l'emploi. Alors je pense que j'ai quelques qualités pour en parler. Alors ne me dites pas ça. Moi, ce que je défends, c'est l'entrée de la ville. Je ne voudrais pas avoir des usines avec des hauteurs invraisemblables par le fait d'une décision qu'on a prise à la légère. Pour moi, vous l'avez prise à la légère, parce que cette entreprise peut très bien trouver un autre système qu'un silo de 14 mètres de haut. Voilà. Donc moi je vais conclure simplement... Et sans que ça remette forcément l'emploi en question. De toute façon, le registre est clos. On lance sur l'urbanisme sur le commerce, surtout le bas de la ville, la décision elle a été prise il y a 10, 15, 20, 30 ans en arrière. Donc voilà. Vous avez un discours à double face. Oui, pourquoi donc? Parce que vous dites qu'on a fait n'importe quoi, ce qui est vrai. Ah bon? C'est pas du tout ce que j'ai dit. Et là, vous continuez. Mais attendez. Non, Madame Malochet, c'est plus vieux que ça. On passe de 11 à 14 mètres. À vous écouter, c'est une révolution. C'est une dérogation, oui. Ça reste une dérogation. Ça une modification du plus. Dites, c'est quoi le problème, Madame? Alors, c'est quoi? Ah, mais non, mais... Je vous écoute. Ne vous inquiétez pas. Avec des règles d'une zone industrielle. Ce qui veut dire que si les successeurs de M. Dambricourt, Franck,
vendre un morceau de terrain à n'importe quelle usine, je ne sais quoi, et qui veut faire son usine ici, bien sûr que moi je serais contente au niveau de l'emploi, mais au niveau de l'esthétique, vous voyez, ça sur le attendez, à côté de la Madame Malochet, ce que disait Claude, attendez, en termes d'anticipation et de prévoir l'avenir, excusez-moi, on n'a pas trop de leçons à recevoir. On est non, mais attendez. On est quand même les premiers, sans vouloir, à s'être penchés sur le problème, avoir lancé cette étude-là. Comme le disait très bien Thierry, c'est pas la peine de dosser la tête, mais le bas de la ville, il ressemble à rien, et on le sait tous. Et nous sommes la première collectivité, ça aurait dû être fait depuis 20, 30 ans, 40 ans, mettre un cadre. Comme l'a si bien rappelé tout à l'heure Thierry, mettre un cadre, on est les premiers à vouloir le faire. Allez. Vous avez fait le champ du bâtiment. Est-ce que je peux faire une suggestion? Voilà, on va pas reprendre le débat. Est-ce que je peux faire une suggestion? Pour Thierry. Oui, je voudrais faire une suggestion. Juste avant, nuancer, Monsieur Mefta, le livre blanc qui a permis de lancer l'étude en question, on l'a lancé, nous, on l'avait initié, voilà, 1 an et demi avant les élections, mais c'est pas un problème. Est-ce que je pourrais vous suggérer quelque chose? Puisqu'il y a cette étude qui est en train de se faire, tout à fait, oui, voilà. Qui est lancée, oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas attendre un peu les orientations de cette étude pour prendre une décision sur cette question-là, et puis qu'on puisse en reparler et qu'on regarde mieux ces aspects de réglementation, de limitation d'auteur autour d'une table, parce que là, sincèrement, enfin, les informations... Il y a un entrepreneur qui ne peut pas attendre, et pour 3 mètres, comme disait Madame Malochet, c'est une dérogation, ce n'est pas général. Rassurez-vous, il n'y aura pas, ça ne sera pas follet. C'est n'importe quoi, mais il ne pourra pas attendre l'entrepreneur. Pour conclure, il y a des délais que l'entreprise doit respecter. Si elle veut, je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas communiqué. Comment? Ben non, mais il y a une reprise d'activité qui doit se faire dans les meilleures conditions possibles. Et donc il y a eu des frais, donc il y a des délais, donc je ne vais pas vous raconter tout le dossier parce que je ne suis pas tenu à le faire. Donc il y a des impératifs en termes de délai par rapport aux assurances, par rapport à ceci, cela. Donc il y a une urgence par rapport à ce dossier. Voilà, donc moi ce que je vous en propose, c'est que si j'ai bien compris, nous avons 7 oppositions. Dernière observation à Madame Munoz sur l'emploi. Je voudrais savoir les emplois qu'elle a pu créer dans sa carrière. Elle n'a jamais employé personne. Alors les leçons sur l'emploi, moi j'en veux pas. Non, Madame Bell, s'il vous plaît, pas vous, parce que je voudrais savoir le nombre d'emplois que vous avez créés. Tandis que moi, en tant que syndicaliste, toute ma vie, j'ai œuvré avec les entreprises et pour l'entreprise et pour l'emploi industriel sur cette ville. Bien sûr. Bien. Alors là, bravo, Madame. Je clôt le débat. Une femme de y a-t-il des oppositions? 7 oppositions. Y a-t-il des abstentions?